Bon, alors je vais vous parler d'une situation, vous me dites si vous la connaissez. Un matin où vous êtes pressé, vous avez disons, une réunion importante, un rendez-vous important le matin. Et là, bien sûr, c'est le matin où votre enfant, qui tous les matins se réveille à 6 heures, a du mal à se réveiller. C'est agréable. Et là, bon, il finit par se lever après que vous ayez un peu bougé plusieurs fois. Et là, il va prendre son petit déjeuner, le même petit déjeuner que celui qu'il prend tous les matins. Mais ce matin, il veut pas celui-là, il voulait les autres cornflakes. Là, ça commence déjà à chauffer intérieurement. Et puis, il y a le moment où il va s'habiller. Et là, il y a trois options à ce moment-là. Soit ça lui convient pas, je dis il parce que moi j'ai des garçons, mais c'est souvent le cas des filles, ça lui convient pas ce que maman a sorti. Soit il trouve pas les chaussures, soit il fait exprès, on dirait, de mettre 100 ans à mettre à chaque mouvement. Alors, je sais pas comment vous réagissez, mais disons que la base, ce serait de crier. Hein. À ce moment-là, on crie, on craque. Maintenant, des fois ça marche et vous obtenez ce que vous voulez. Des fois ça sert à rien parce qu'il se met à hurler, vous entrez dans un loop comme ça. Mais toutes les fois, 100% des fois, quand vous avez fini cette crise et que vous êtes dans la voiture pour aller là où vous devez aller, vous avez un sentiment de genre j'aurais pas dû, culpabilité, la journée elle a commencé de travers, vous avez mal au ventre, vous vous dites ah là là, hein, je suis une mauvaise mère. Alors peut-être que ça vous parle pas, hein, mais moi je peux vous dire que ça me parlait très très souvent. Euh, et cette situation, je me disais bon ça y est c'est foutu, les pauvres, je leur ai gâché leur vie. Et, euh, et je peux vous dire maintenant, avec l'expérience, et on entend parler beaucoup de mamans avec qui je parle, dans les coachings parentaux et tout ça, que même si je fais des erreurs, et j'en fais, on peut demander à mes enfants, ils vont enseigner là-dessus, je pense que vraiment, je peux dire que malgré ces erreurs, et peut-être par le fait que j'apprenne de ces erreurs, ça fait de moi vraiment, de moi et des parents avec qui je parle, c'est ça qui fait une bonne maman. De nouveau, je veux dire entre parenthèses, mes enfants ne sont pas toujours d'accord. Mais, euh, mais c'est pas ça qui fait que si vous criez, vous êtes une mauvaise mère. Si vous criez, vous avez tout gâché. La relation avec votre enfant, elle est foutue. Non, c'est pas ça. Euh, et c'est pour ça que moi, je voulais faire cette mini-conférence. C'est parce que vraiment, euh, j'entends de plus en plus des parents qui je parle, c'était dans mon travail avant ou maintenant, qui, dans les gestions de crise, ils ont souvent des remords dans la façon ils ont géré et ils passent directement au sentiment de culpabilité. Et c'est encore pire. C'est un loop comme ça où après on se dit, bon, j'étais pas sympa ce matin, donc cet après-midi, il y aura pas de limite. Ça ne fait pas avancer les choses. Et aussi, donc j'aimerais parler de ça, de l'expliquer ce qui se passe et parler aussi pour avoir quelques outils parce que ça peut être sympa. Hein. Voilà. Donc, je vais quand même me présenter. Quelques-unes d'entre vous me connaissent, mais d'autres ne me connaissent pas. Et puis, c'est enregistré, donc on fait comme si personne ne me connaît. Alors, Lisa, ça fait 23 ans que je suis en Israël, même si ça ne se voit pas. Euh, donc, j'ai tendance, même si je me suis entraînée, je peux faire des fautes d'hébreu, j'ai tendance à inventer des mots. Donc, excusez-moi d'avance. Je suis maman de quatre enfants, quatre garçons. Donc, trois enfants diagnostiqués avec TDAH. Le TDAH, c'est un trouble déficit de l'attention et hyperactivité. Et ça peut être avec ou sans hyperactivité, mais je vous expliquerai ça, le H, parce que maintenant, le H, il est chez tout le monde. Et mes enfants, ils ont 18, 15 ans, 11 ans et 8 ans et demi. J'ai fait mes études en Israël. J'ai travaillé dans les écoles pendant 14 ans. J'étais Yoetzet Chinochit, c'était conseillère psychoéducative dans les écoles. C'était passionnant, j'ai adoré. J'ai rencontré des choses, des enfants, des parents. C'était vraiment hyper enrichissant. Mais j'ai eu le sentiment que, du fait de mon expérience personnelle, professionnelle, et puis en plus, j'adore apprendre, donc j'ai appris de plus en plus d'outils, j'ai fait de plus en plus d'études, que je voulais donner autre chose. Je voulais pas donner en général, parce que dans les écoles, je touche un petit peu, mais après,
je renvoie chez les autres. Et c'était un sentiment de frustration quand je me disais, je peux moi les aider. Donc j'ai quitté les écoles et maintenant, je travaille, je reçois des parents dans le coaching parental, dans le coaching aussi, je fais du coaching des enfants et des adolescents avec TDAH aussi. J'adore. C'est vraiment une passion. Donc voilà. Euh, alors, d'abord, je vais vous expliquer le TDAH, c'est quoi? Et puis, après, on va parler en général. Donc, comme j'ai dit, c'est le trouble, déficit, attention, hyperactivité. Avant, il y avait TDA et TDAH. Maintenant, les dernières études qui ont été faites. Jess, tu me corriges avec ta tête, c'est la seule que je vois. Si Ça, je je fais des sais, fautes de je dis au français. moins le reste, on voit personne. Voilà. Donc, tu corriges. Si je fais une faute Voilà. de français, tu me dis, tu Non, confirmes. non, c'est bon, vas-y, parle, parle. Donc, donc maintenant, les nouvelles études, elles montrent que l'hyperactivité, ça peut être aussi interne. C'est-à-dire, c'est des enfants ils ont beaucoup de pensées, même si c'est des enfants qui sont rêveurs, eh ben, ils vont être très, très hyperactifs dans leur façon de réfléchir. Donc maintenant, il y a toujours le H dans hyperactivité. Alors, le sujet que j'ai choisi d'aborder aujourd'hui, c'est un sujet qui peut être sensible, mais en même temps, il est vraiment universel, mais sensible parce qu'on a des fois honte d'en parler, et c'est la difficulté d'être parent. Il y a, il y a beaucoup de parents qui vivent ça, qui vivent cette difficulté, cet écart entre ce qu'on pensait, le parent qu'on pensait être et le parent qu'on est, mais on n'ose pas le dire. On n'ose pas le dire, on se dit peut-être les autres ils vont penser que je suis une mauvaise mère, en plus on pense que la société, tout le monde y arrive, sauf nous. Ça a l'air tellement facile chez les autres. C'est, ils s'en sortent, ils rigolent avec leurs enfants, ils jouent tous les après-midi, ils font des jeux de cartes. Chez eux, c'est calme, il n'y a pas de cris, il n'y a pas de télé. Il n'y a que chez moi. Ils sont devant la télé. Quand ils ne sont pas devant la télé, ils sont devant le téléphone. Quand ils ne sont pas avec le téléphone, eh ben, il y a des cris. Ben non, je vais vous dire que c'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est des journées longues, c'est la fatigue, des journées pleines, des matins tension. La vraie vie, ça peut être des cris. Ça peut être, c'est pas la maman qui dit mon petit chéri, non mais je comprends que tu sois fatigué. Ça, c'est pas la vraie vie. Salut Liora. Euh, dans la réalité, on peut se sentir dépassé, on peut se dire que ben c'est beaucoup plus dur que ce qu'on pensait. C'est beaucoup moins drôle aussi que ce qu'on pensait. Et on n'ose pas dire ça. On veut faire croire à tout le monde que c'est un bonheur tout le temps. Mais bon, hein, on est humaine. Je, spoiler. Et, euh, et la réalité, elle est beaucoup plus complexe, je sais pas si à le dire, euh, que ce qu'on pensait. Et ça, mais c'est ça c'est les enfants, diront pas TDAH. Avec un enfant TDAH, avec toute la complexité d'un enfant TDAH, c'est euh, ce quotidien, ces difficultés qu'on peut avoir au quotidien, elles sont beaucoup plus fortes. J'ai oublié de dire, c'est que le TDAH, ça peut venir sous plusieurs formes. Ça peut être un mix de toutes les formes, mais ça peut venir sous plusieurs formes. Il y a des enfants, par exemple, moi je vais vous dire sur mes 3 enfants TDAH, j'en ai un, ça venait surtout sur la gestion des émotions. Ça veut dire il était toujours dans l'extrême. Ils peuvent être très en colère ou très contents. Il peut avoir la meilleure journée de sa vie, mais si dans la voiture, il ne s'est pas assis à la place qu'il voulait, c'était la pire journée de sa vie d'un coup. Donc, c'était vraiment très extrême. Et donc, ça venait souvent par la colère. Il pouvait se battre à l'école, enfin, parce que c'était le justicier sur le cheval blanc. Il devait sauver tout le monde. Et donc, bon, c'est toujours le sentiment que non, mais c'est pas juste. Il faut que ce soit partout égal. Et c'est pas normal que ce petit garçon-là, il y a un grand qui l'ait frappé. Enfin, il se mêle de tout le monde. Mon deuxième, il est hyper, 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 hyper actif. Alors, c'est un gosse. Ça se fait pas de le dire, surtout que c'est enregistré, mais il a été déjà 8 fois avec des plâtres. D'accord, il a 15 ans. Donc, c'est pas.
c'est pas facile. C'est pas facile. C'est un gosse qu'on passait son temps quand on le cherche au parc, on ne cherche pas par terre. On dit il est où, il est, parce qu'il est au-dessus des, comment on dit Mitkanim, je sais pas, mais il est au-dessus des jeux. Des jeux. Voilà. Il est jamais par terre, il est grimpe dans les arbres. Enfin bref, il était très fort en ninja. Et mon donc quatrième, Ishaï, mon troisième TDAH, il est dans un monde parallèle. C'est un artiste. Il passe genre la plus grande punition de sa vie que je peux lui donner. C'est pas la télé, c'est pas un truc, c'est aujourd'hui, je n'ai pas le droit de jouer avec les ciseaux et les feuilles parce il crée il a des créations. Hier, il a reconstruit la maison avec des feuilles qu'il a fait les escaliers, les chambres à coucher. Enfin, il nous a fait un architecte. Voilà. Le scotch et et les ciseaux, c'est l'outil le plus actif chez Shai. Chez la mienne aussi. Voilà. C'est vraiment. Et c'est un Moi, rêveur. c'est un mix. Moi, c'est un mix de tout ça Voilà. Et il y en a qui ont le pour mix. avoir Exactement. un peu Voilà. plus de mix. Il y a des mix. Il y a des mixtes. Et je vais vous dire autre chose, ça change avec l'âge. La façon dont ça apparaît le TDAH, elle change avec l'âge. Ça veut dire, c'est pas parce qu'il est rêveur qu'il va rester rêveur. Son TDAH, il va rester TDAH, mais sa rêverie peut devenir autre chose. Il peut devenir colérique, ou il peut devenir autre chose, hein. On espère que ce sera en bien, mais c'est pas forcément rester sur la même longueur d'onde. Je vais vous dire que il y a des outils, on apprend à gérer. Moi, j'étais choquée au début avec mes enfants, je ne savais pas quoi faire. D'abord, je ne les comprenais pas. Et en plus, je n'arrivais pas à supporter la situation. Mais maintenant, franchement, je me dis, mais ils voient la vie. Bon, c'est dur pour moi, mais pour eux, la vie, elle est avec des lunettes roses et des paillettes, tu vois. Quand ils m'expliquent leur façon de regarder un truc, mais je me dis, mais attends, mais c'est génial, quoi. C'est très, très bien pour eux. Donc voilà. C'est Euh, bien pour eux, mais comment tu les prépares à la vie qui est pas assez rose? Eh ben, ça c'est notre rôle de parent. Justement, on va en parler et c'est vraiment ce que je pense que le premier état, c'est vraiment de les comprendre, mieux de les comprendre, de savoir ce que tu peux demander d'eux et ne pas demander d'eux, et attendre d'eux. Et après, bien sûr, c'est souvent, tu as besoin d'être un métavers, un intermédiaire. C'est un bon intermédiaire entre le monde et ton enfant pour lui expliquer, parce que souvent, c'est une autre vie, comme on a dit, c'est une autre vision du monde. Enfin, comme j'ai dit, parce que je parle toute seule. Surtout ça, il faut surtout être sûr qu'ils comprennent. Là, c'est ça. Tu peux expliquer, c'est bien, et les comprendre, c'est bien. Mais si eux, ils comprennent pas, Ils finissent par comprendre, parce que ils finissent par comprendre. Des fois, tu crois qu'ils comprennent pas, mais ils comprennent. Ils comprennent, mais ça peut prendre un peu plus de temps. Donc, plus de nerfs et plus de patience. Alors, moi, quand j'ai imaginé que j'étais maman, hein, ça m'était arrivé, je me disais que je serais une maman super patiente, que mes enfants, j'arriverais à mettre des limites, mais avec douceur, genre, ils m'écouteraient, mais sans que je crie, ils acceptent ce que je dis, ils savent que je les aime. Et puis l'amour, ça suffit pour les élever, hein. Et puis, je m'imaginais que c'était facile de gérer une maison, un travail, des enfants, que n'influençait pas l'autre. Et puis j'ai eu des enfants. Mon premier est né et je me suis rendu compte, j'ai vu quand j'ai commencé à travailler que je l'aime beaucoup, mais ça joue pas sur la charge mentale, la surcharge mentale dans laquelle je me trouve. Ça supprime pas les déclenchements émotionnels chez lui ou chez moi. C'est pas parce que je l'aime, bon, il m'aime aussi en retour, mais c'est pas cet amour-là qui fait que on arrive à être régulé. Ça suffit pas. Régulé, ça se dit? Ouais. Et, et je me suis rendu compte aussi que cette désillusion, et c'est vraiment quelque chose, je vous le dis, je me répète, mais c'est quelque chose que beaucoup, beaucoup de parents vivent, et surtout de mamans d'ailleurs. C'est un peu stéréotype, mais c'est vrai parce que les pères, ils vivent ça mieux parce ils se sont moins projetés souvent. Euh, on souffre pas seulement de ce qu'on vit, mais on souffre de ce qu'on pensait qu'on allait être, de pas ressembler à celle qu'on imaginait être.
Et, et donc, ça veut dire qu'il y a deux douleurs qui s'en mêlent, qui se superposent. C'est la difficulté du quotidien et la douleur silencieuse qui dit je suis pas comme il faudrait, je suis la honte à la limite de dire les autres, les autres ils y arrivent, moi j'y arrive pas, donc c'est honteux. Mais la réalité, c'est pas seulement la vôtre, la réalité, c'est que vos enfants, ils grandissent pas dans un laboratoire. Non. Ils sont pas, euh, c'est pas stérile ce qu'ils vivent, leur situation émotionnelle. Ils grandissent avec des parents humains, mais ils grandissent aussi avec d'autres gens autour d'eux. Et donc, ils sont influencés par ce qui se passe, ils sont influencés par ce que vous vivez, ils sont influencés par ce qu'ils sont. Et ça fait qu'ils peuvent grandir avec des parents qui peuvent se tromper, mais c'est des parents qui essayent, c'est des parents qui apprennent. Et ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas, je dis pas ça pour excuser, pour dire allez-y, gueuler sur vos enfants, ou pour banaliser, pas du tout. Mais c'est pour vous dire de ne pas vous condamner en permanence, parce que on a que des mamans. Mais une maman qui apprend, c'est pas du tout une maman qui rate ce qu'elle fait. Une maman qui apprend. Alors, si je reviens sur le TDAH, d'abord, le TDAH, c'est un trouble euh, neurologique. Donc, ça veut dire c'est pas. Avant, on disait c'est un enfant qui bouge trop, c'est le problème d'éducation, il est turbulent, il tient pas en place, il écoute pas, il a besoin de plus de limites. C'est un problème de volonté. Alors, c'est pas juste un problème de volonté. Il y a des moments où il se relâche, c'est sûr. C'est pas juste un enfant que si il avait envie, il pourrait faire autrement. C'est un enfant où neurologiquement, d'un point de vue de attendez, je cherche le mot. Bon, d'un point de vue dans le cerveau Mon cerveau. bon, ouais, mais le Isun, bref, les normes dans le cerveau, il y a un problème de régulation, en fait. Il n'est pas régulé comme une autre personne. Donc, ça régule son attention, l'impulsivité, la frustration aussi, les émotions, l'intensité. Parce que vous avez remarqué, mais les enfants TDAH, ils sont très intenses. Et cette intensité qu'on vit nous comme parents, que nous vous vivez comme parents, c'est aussi une intensité que eux ils vivent et qu'ils doivent gérer. N'hésitez pas d'autres à ouvrir la caméra, hein, parce que c'est vrai que j'aime pas te voir, Oui, je mais sais. n'hésitez pas aussi à vous voir, quoi. Euh, et le fait de, de comprendre ça, eh ben, ça fait que c'est, à partir du moment où on comprend, on arrive mieux à gérer, à accepter. Et si je reviens à l'intensité d'un enfant TDAH, donc un enfant comme ça, qui est intense, ça fait que dans le quotidien, souvent, on doit répéter mille fois la même chose. Souvent, on se dit, comme tu disais, mais quand est-ce qu'elle va l'intégrer? C'est des consignes qui nous paraissent tellement simples, eh ben, il les intègre pas comme on voudrait. D'accord. Des fois, de passer d'une activité à l'autre, eh ben, ça provoque des états d'âme énormes. Ça peut être un enfant hyper impulsif, donc il va réagir très fort, euh, sans filtre, filtre, j'ai réussi. C'est des enfants, vous pouvez le voir, hyper spontanés, donc ça peut être très beau, mais ça peut être épuisant aussi, leur spontanéité, parce qu'ils savent pas filtrer quand c'est bien et quand c'est pas bien. Et c'est des enfants, on est des parents, on s'attend à ce qu'on reste stable face à une réalité assez instable. Et c'est fatigant. C'est fatigant parce qu'il faut répéter, parce qu'il faut tout le temps les aider à se recalmer, à se restructurer, parce qu'on se rend compte que on doit beaucoup anticiper pour être prêt à ce qui va se passer, parce qu'à partir du moment où on est prêt, on se pense qu'on va mieux gérer. C'est fatigant parce que combien on peut répéter? Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est genre tu l'expliques, puis tu te dis bon c'est pas possible, c'est bon elle a compris, bah non elle va refaire, ils n'apprennent pas de leurs erreurs, on va dire. Moi, je veux dire,
Mon petit Hillel, enfin, maintenant il a 15 ans, il fait 1,80 m. Mais quand il était petit, il marchait pas encore. Il a marché à 11 mois. Il se mettait debout sur la bimba. Bon, il tombait. Et puis, il se remettait debout jusqu'à ce qu'il tombe pas. Quand il arrivait à plus tomber, il lâchait les mains parce qu'il se mettait debout en tenant la table. Donc, quand il arrivait à plus tomber, il se lâchait les mains. Il retombait. Il refaisait ça jusqu'à ce qu'il arrive à, à être debout en lâchant les mains sans tomber. Et une fois qu'il avait fait ça, troisième étape, il faisait comme ça sur la bimba. D'accord? C'est-à-dire, il a pas renoncé. Et c'est un gosse qui prend des risques. Il s'est pas ouvert, s'est pas cassé tout 8 fois pour rien. C'est-à-dire, même maintenant, il y a, jusqu'à il y a un mois, il était avec un plâtre. Parce que, eh ben, il a grimpé sur une montagne. Et puis, il s'est pris sous une pierre, un rocher. Voilà. Voilà. C'est un gosse, bon, il est gentil, hein, mais, mais il a du mal à apprendre à tirer les trucs. Et des fois, ça peut rendre fou. Il faut accepter certaines choses et d'autres combats, les mener. Mais c'est vrai qu'on est beaucoup plus souvent en état d'alerte. Ça peut être un état d'alerte permanent. Ça peut être, on voit le numéro de l'école qui s'affiche, on ne respire plus. Qu'est-ce qu'il a fait? Et par contre, une seconde, je bois. Donc, si je reviens au standard qu'on se met, que ce soit TDAH ou pas TDAH, il y a le standard de, on se dit que la bonne mère, la bonne maman, c'est la maman parfaite. C'est la maman qui se trompe jamais. C'est la maman qui ne lève jamais la voix. Même quand elle est fatiguée, eh ben, elle est très gentille avec tout le monde, hein. C'est la maman qui va toujours bien habillée chercher ses enfants à l'école. Hein. Elle sort pas de la maison en pyjama. Euh, c'est la maman stable, quoi. Eh ben non, c'est pas ça. D'accord? C'est, c'est pas ça être une bonne maman. C'est une bonne maman, c'est, et c'est un exemple qu'on donne à nos enfants. C'est une maman qui accepte l'imperfection, son imperfection, et en nous montrant qu'elle accepte son imperfection, elle donne de la légitimité à son enfant d'accepter son imperfection à lui-même. Une bonne maman, c'est une maman qui cherche à comprendre, qui se remet en question. C'est une maman qui est capable de... Oui, elle peut crier, mais elle va apprendre. Elle va chercher à réparer. Et c'est ça le plus bel exemple qu'on peut donner à notre enfant. Un parent qui peut dire je me suis trompé, j'aurais pas voulu me comporter comme ça. C'est pas un parent faible. C'est pas un parent qui donne un mauvais exemple. C'est un parent qui montre à son enfant que d'abord un lien avec quelqu'un, eh ben, il s'arrête pas parce qu'on s'est fâché, parce on s'est disputé. C'est un bon exemple parce que souvent il y a surtout chez les filles, je suis encore stéréotype, mais c'est souvent chez les filles, elles peuvent se disputer en CE2 et garder ça jusqu'en terminale, alors que quand on leur apprend en leur disant je peux faire une erreur, mais on repart à zéro et on apprend de cette erreur, on leur apprend que c'est pas avec une dispute que c'est pas ça qui coupe les liens. Et c'est une force énorme qu'on qu'on donne à notre enfant en donnant cet exemple-là. On peut se tromper, mais on apprend de ça. Et c'est pour ça que c'est très important d'être capable de dire à son enfant, j'ai fait une erreur, j'aurais pas dû. La prochaine fois, on fera autrement. Viens, on cherche une solution. Vraiment de lui parler. C'est très, très, très important. Et je pense que si je vous demandais, je pense que tout le monde pourrait le faire, c'est de réfléchir à un moment où vous vous êtes dit, j'aurais voulu réagir autrement. Je suis pas la maman que je pensais être. Euh, je sais pas si vous avez un moment en tête, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, hein, mais si vous réfléchissez à ce moment-là et que vous êtes honnête avec vous-même, est-ce que derrière ce débordement émotionnel que vous avez eu, est-ce qu'il n'y avait pas à ce moment-là autre chose que vous-même vous étiez en train de traverser? Ça peut être, si on reprend l'exemple du début, ça peut être
ben, j'étais pressée, donc j'avais pas la patience déjà à la base. Ça peut être j'ai eu une journée mauvaise, on va dire ça poliment. Ça peut être, il y a d'autres enfants et lui, il a pas fait ses devoirs et la maîtresse, elle m'a appelé et il y en a un qui est malade et je suis fatiguée et vous vous retrouvez à ce moment-là avec un enfant qui est en opposition avec vous, ben, forcément, votre réaction, elle va pas être une réaction, patiente, une réaction qui arrive à vous êtes 100% en accord avec cette réaction, ça peut arriver que oui. Ce que je veux dire, c'est que si vous réfléchissez à ce moment-là, souvent, quand les réactions elles sont extrêmes, souvent il y a autre chose derrière. Souvent, il s'est passé quelque chose. C'est rarement à 100% notre enfant lui-même qui nous a poussé à bout. C'est souvent, on arrive nous-mêmes avec un certain baggage. Alors, je mets un triangle de attention. Euh, je dis pas que ça veut dire que ben il faut se résigner, on n'a qu'à crier sur nos enfants ou qu'il faut banaliser certaines choses. Mais je dis que c'est de se condamner en tant que parent, de se dire c'est une fatalité, c'est une catastrophe. Et ben c'est pas ça qui va faire avancer ni votre relation, ni vous-même, ni votre enfant. C'est-à-dire, c'est pas ça, c'est pas la culpabilité, c'est la responsabilité. Le fait de dire j'aime pas ce qui s'est passé, j'aime pas ce que j'ai fait, mais je vais chercher à comprendre comment réagir autrement, comment la prochaine fois apprendre de mon erreur. Alors voilà, ça c'était pour la partie théorique en quelques mots. Maintenant, je voudrais vous donner deux outils. Euh, c'est pas de la magie, mais c'est des outils qui peuvent vous aider, qui sont faciles, relativement faciles à concrétiser À mettre en et place. qui à mettre en place, merci chef, et, et qui peuvent vraiment vous aider. Alors d'abord, c'est un outil qui s'appelle l'outil je le traduis, c'est l'outil de pause d'attribution. Hein, je cherche à traduire. En fait, c'est avant de réagir, vous posez trois questions. Et franchement, c'est faisable, croyez-moi, parce que c'est trois questions rapides, on se les pose rapidement. On est très rapide quand on est énervé. Alors, d'abord, la première question, c'est est-ce que c'est ce que mon enfant fait, est-ce que c'est un, un danger réel, une transgression très grave, genre il est en train de courir sur la route, hein, c'est même pas à quoi réfléchir, ou c'est juste quelque chose qui m'agace. Et la deuxième question, c'est mon niveau de tension à moi, il est à combien? C'est-à-dire le niveau de tension sur le moment n'est pas forcément lié à l'enfant. Le niveau de tension dans laquelle j'arrive dans la situation. Et la troisième question, qui est la question, je pense, une des plus importantes, c'est de se dire, est-ce que ma réponse aurait été la même si j'avais eu une bonne journée? Et ces questions-là, elles règlent pas toutes les situations, mais elles créent un espace qui permet de mieux gérer la montée, de se dire, d'abord de ne pas forcément réagir impulsivement, de même être capable de dire des fois à son enfant, en répondant à la troisième question, de se dire, attends, là je suis trop énervée pour te répondre, je reviens. Attends, il faut que je respire. Et pour les enfants, par exemple, les TDAH, quand ils sont comme ça impulsifs, leur apprendre, ça leur donne un exemple de réaction pas immédiate. Ça donne un exemple, ça leur apprend, pas les apprend, à mieux se réguler. Alors, ça leur apprend aussi que pas chaque chose vaut une réaction. Pas chaque chose qui se passe qui n'est pas comme ils voudraient. Et le fait si jamais on a réagi et de dire, tu sais, en fait, je me suis très énervée, mais parce que aussi, maman, elle est arrivée, j'avais passé une mauvaise journée, et donc déjà, j'étais un peu énervée et j'aurais pas dû m'énerver autant. Euh, c'est un cadeau que vous donnez à vos enfants, vraiment. C'est vraiment un cadeau.
je vais vous donner un exemple. Par exemple, je me rappelle quand j'avais étudié coaching parental il y a des années de ça. Et, et notre professeur nous avait raconté que il a, chez lui, il y a une règle. Les enfants, à chaque fois qu'ils sortent un jeu, ils sont obligés de le ranger. D'accord? Et un jour, il a eu une journée, genre, ses derniers patients, ils sont arrivés en retard, après les bouchons, la pluie. Enfin bref, il a marché dans un truc de chien. Genre, il est arrivé chez lui, genre, il avait déjà envie de tout casser. Et là, la maison, la salle, la pièce avec les jeux, elle était dans un état catastrophique. Et il se dit, maintenant, et genre, il s'est dit, maintenant, moi, c'est un truc, genre, c'est une loi à la maison, c'est une valeur. Ils doivent ranger leur chambre. Et puis après, il s'est arrêté, il s'est posé ces questions-là et il s'est dit, est-ce que maintenant, ma façon de réagir face à ces choses très importantes pour moi, de ranger leur jeu, est-ce qu'elle va être vraiment liée au jeu, au fait que ce soit le bazar? Ou est-ce qu'elle va être, la proportion de ma réaction, elle va être liée à la journée de merde que je viens d'avoir, excusez-moi, à la journée pas bonne que je viens d'avoir. Et d'un point de vue, ce qu'il nous avait appris, je me rappelle, ça m'a choqué, parce que je vous parle de ça, ça fait 8 ans je m'en rappelle encore. Il a dit, dans ce cas-là, d'un point de vue éducation, il vaut mieux ne même pas parler des jeux, les ranger nous-mêmes, au lieu de s'énerver pour quelque chose que nous, on traverse et qui n'est pas lié à notre enfant. Et ça, moi, c'est une leçon énorme à mes yeux. Je sais pas, je vais pas dire ça de faire ça tous les jours, mais le fait d'être capable de dire maintenant, à la situation actuelle, je vais pas réagir en proportion de ce qui va se passer, eh ben, être capable de prendre un pas en arrière d'avance, c'est énorme. C'est énorme. Et si on n'y arrive pas, on n'est pas forcément, on n'est pas tous des robots, on n'est pas tous un grand psychologue comme mon professeur. Eh ben, être capable de dire à son enfant, euh, tu sais, j'étais déjà énervée. Ou même, quand on voit que ça monte, lui dire, écoute, si je m'énerve maintenant, je vais m'énerver très fort parce que j'ai passé une mauvaise journée. Donc, viens, on s'arrête maintenant. D'accord? Tu vas faire autre chose. Et moi, je vais faire autre chose. Alors, on s'arrête maintenant parce que sinon, je vais beaucoup m'énerver. Et c'est votre enfant, il va apprécier ça parce qu'il va, vous lui donnez, vous lui apprenez à être humain lui aussi. Et vous lui apprenez que lui aussi, il peut avoir des humeurs. Alors maintenant, je vais vous avouer une parenthèse. Pas ça, une parenthèse, c'est comme ça. Une parenthèse, mes enfants très intelligents et je pense que beaucoup. Une fois, mon fils me dit, là, t'es énervé parce que t'as passé une mauvaise journée ou c'est parce que j'étais pas sage? D'accord? Il y en a qui sont comme ça. Attends, moi je vais te dire un truc et j'ai une question sur ça. Ouais. Généralement, moi ce que je fais, je leur dis je suis trop énervée, vous me laissez tranquille, j'ai besoin d'être 5 minutes tout seul. Et c'est là où c'est pire, ça me colle et ça hurle. Et mais ok. Et Tu fais après, quoi dans ce cas-là? tu fais quoi d'abord? Je leur dis, si tu leur as dit, je mets 5 minutes toute seule, tu restes 5 minutes, c'est-à-dire pendant que ça colle, ça hurle, sauf s'ils sont en train de casser un truc ou ils se mettent en danger. Tu gardes tes 5 minutes. D'accord? Tu gardes tes 5 minutes et bah, si je me souviens, ils sont petits encore les tiens, mais tu peux leur Non, dire, c'est la plus grande, maman, elle elle a prend 10 ans, cinq mais ça minutes. change rien. Oui, non, mais tu peux lui mettre même ton téléphone avec un stopper et tu lui dis 5 minutes. Et quand ça sonne, je reviens vers Faut toi. que ça soit visuel, quoi. Ça aide beaucoup. Ouais. Qu'elle sache 5 minutes et pendant ces 5 minutes, tu bouges pas, hein, t'es comme ça. Ah oui, bah, je Sauf sais, si j'en bien prends sûr toute ma chambre. sauf si bien sûr elle se met en danger ou quoi que ce soit. Et le deuxième outil, qui est, je pense que ça rejoint aussi ce que tu avais dit au début, Jess, et si je t'en avais parlé avant que je commence, c'est, ah, j'entends qu'ils sont arrivés pour voir le match. Excusez-moi, c'est des problèmes de concentration. C'est de donner une consigne courte, une consigne courte et claire. Alors, quand on commence à rentrer dans des explications longues, Ah ouais. euh, dans des explications logiques au moment de la crise, ça sert à rien. Il faut dire ce que vous attendez. Souvent, dire aux enfants ce qu'on veut pas, c'est pas leur dire ce qu'on veut. Il vaut mieux leur expliquer ce qu'on attend d'eux, ou leur donner deux choix qui sont acceptables, au lieu de leur dire tu fais pas ça. D'accord? Par exemple, un enfant qui te dit, qui dit,
Je sais pas, je cherche un. Bon, je vais revenir. Ça va me revenir ce que je vais dire. Mais en fait, ça renforce l'enfant dans la bonne direction. Et ce qui est important de dire, c'est que le cerveau TDAH et le cerveau, le cerveau en général, mais TDAH, c'est plus en extrême, il a besoin de clarté. Il a besoin que ce soit logique et que ce soit prévisible. Donc, c'est pour ça que les sermons longs, explicatifs et tout ça, non. Il faut être clair, il faut aller droit au but. Et de toute façon, si c'est trop long, ils vont pas se tenir de la moitié. Donc, il faut être clair et il faut leur donner des alternatives. Ça, c'est vraiment, donc, s'il y a ces deux outils-là, de se poser des questions et de donner une seule consigne avec si tu fais ça, tu auras directement ça, eh ben, c'est beaucoup plus facile pour eux. Donc, si je conclus, en fait, ce que j'ai voulu vous dire dans tout ça, c'est que ben, être parent, c'est, ça vient pas avec un manuel d'explication. Et heureusement, maintenant, il y a de plus en plus, on ne prend pas ça comme une fatalité, on apprend. On a des parents, cette génération de parents qu'on est, des parents qui sont prêts à apprendre, qui cherchent à comprendre, qui cherchent à s'améliorer. Et c'est vraiment pour ça que moi, je prends mon travail de coach parental comme une mission parce que je pense qu'il y a tellement d'outils et il y a tellement de choses qu'on peut faire pour aider. C'est pour ça aussi que j'avais très envie de faire cette conférence j'ai dit qu'il y avait un truc, de vous proposer une offre pour les parents d'une formule que je fais de suivi. Mais juste avant de parler de votre offre, je veux vous partager, parce que j'ai reçu aujourd'hui une vidéo et j'étais trop fière. Donc, je vais vous partager une vidéo d'un papa qui m'a envoyé et c'était trop sympa. Donc, je vous mets même l'audio, j'espère que ça va marcher. Si ça ne marche pas l'audio, vous me dites parce que sans l'audio, ça ne sert à rien. Voilà, je le mets en marche. Bonsoir à tous, je m'appelle Mickaël, j'ai 40 ans. Je suis Vous marié, j'ai entendez? 2 enfants qui ont 7 ans et demi et 5 ans et demi et on a fait l'ALIA il y a 4 ans. Je pense que c'est un peu le cas pour tout le monde. Quand on fait l'ALIA depuis la France, où en France on est habitué à nos 5 semaines de congés payés, à nos RTT, à nos week-ends de 2 jours complets, bah la vie ici elle est tellement différente. Ça va à 1000 à l'heure, ça s'arrête jamais. Il n'y a pas beaucoup de vacances, il n'y a pas beaucoup de week-ends, en plus avec le Shabbat. Et donc on voit pas le temps passer. Nous ça fait 4 ans qu'on est là, comme je vous disais, j'ai l'impression que ça fait à peine un an. Voilà. Donc voilà, on a inscrit les enfants au GAN en arrivant. Et puis, au bout de 6 mois de GAN, on a été voilà, alerté, c'est un grand mot, mais averti assez rapidement que notre grand, qui avait 4 ans et demi à l'époque, avait un petit peu des problèmes pour se concentrer, pour rester en place. Rien de très très grave, mais voilà, que un accompagnement, bah, ce serait peut-être bien en tout cas de faire une demande pour un accompagnement. Alors, la demande pour l'accompagnement au GAN et à l'école en Israël, c'est des démarches. Alors, démarches administratives en Israël, déjà pour nous qui venons de faire l'ALIA, qui maîtrisons pas l'hébreu, très compliqué. On a quand même fait ça. Ça a pris des semaines et des semaines. On l'a fait, on a été au bout, on a eu de l'aide. Et puis finalement, on n'a pas trop compris pourquoi. À l'école, ça s'est pas mis en place. Un petit peu laissé tomber. Et qu'il avait des problèmes surtout pour gérer ses émotions. C'est quelqu'un qui est hypersensible. La patience, la frustration, tout était très dramatique quand il n'arrivait pas à faire quelque chose. Donc voilà, c'était pas très grave, toujours pas très grave, mais on n'arrivait pas même à avoir une petite amélioration. Et puis à l'école aussi, il y a eu une vraie révélation en fait sur les problèmes de relations sociales. Et donc c'est là qu'on s'est rendu compte que, alors non seulement lui avait peut-être un peu besoin d'aide pour ça, mais surtout nous, on avait besoin d'aide, bah en fait pour comprendre comment il fonctionne, comment ça marche dans sa tête, et surtout comment l'aider, parce que en l'essayant avec nos méthodes à nous, ça marchait pas. Et ce qui est génial, c'est que dès ce premier rendez-vous, tu sens que tu es vraiment bien compris. Déjà, c'est la première chose. D'être bien compris, bien encadré et surtout, tu sens que bah elle pose les bonnes questions par rapport à ses comportements et ses vraies problématiques. C'est une vraie professionnelle qui sait de quoi elle parle, à la fois au niveau personnel, familial et au niveau professionnel de son expérience. Elle a une énorme expérience. Elle peut nous orienter vers des spécialistes. Elle peut nous aider dans les démarches administratives. Et ça, c'est énorme, énorme. Aujourd'hui, on se rend compte en fait que c'est des choses que on n'aurait soit jamais faites, soit jamais pu faire sans elle.
Et ce qui est génial, c'est qu'elle nous donne des nouveaux outils, des nouvelles solutions auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Moi, je peux que vous recommander Lisa, parce que quand vous acceptez en fait que c'est pas seulement votre enfant qui a besoin d'aide, mais vous aussi, eh ben c'est Lisa, c'est vraiment la personne qui peut vous donner les bonnes solutions. C'est pour nous la meilleure rencontre qu'on ait pu faire au niveau familial en Israël. Et le deuxième